À l'origine de ce livre, il y a une rencontre avec le cinéaste américain Robert Kramer. Alors, à cette époque-là, moi je travaille tout en écrivant, c'est dans les années 90, je travaille tout en écrivant pour un groupement de salles de cinéma réparties sur tout le territoire français, des salles dites de recherche. C'est-à-dire que programmant un cinéma art et essai, de l'art et essai, en tout cas un cinéma exigeant, et en tout point semblable évidemment à celui de Robert Kramer, et c'est pour ça qu'en 1999, ce groupe en salle décide de lui consacrer une rétrospective. Moi, à cette époque-là, je connais peu de choses de Robert Kramer, enfin je connais au moins une chose, c'est que son indépendance, même la contrainte, son indépendance vis-à-vis d'Hollywood, l'a contraint ou décidé, je ne sais pas, à quitter les États-Unis en 1980 pour venir en Europe où son cinéma est beaucoup mieux accepté, et Paris, où il s'installe. Puis à cette époque-là, j'ai vu 3 films de Robert Kramer, simplement 3 films. Les 2 premiers des fictions, qui sont Walk the Walk et Dog's Kingdom, m'ont intrigué parce qu'elles entraient un peu en résonance avec ma propre vie. Et le 3e, qui est un documentaire, Route One USA, lui par contre m'a profondément marqué. Route One USA, c'est un documentaire de 4 heures. Robert Kramer descend toute la route numéro 1 sur la côte est des États-Unis, de la frontière canadienne à la Floride, jusqu'à Key West. Et c'est un formidable portrait de l'Amérique. C'est tourné de la fin des années 80, c'est tourné en 88, pendant la campagne électorale de Bush père, je crois. Mais un portrait de l'Amérique des marges, un portrait de l'Amérique des gens modestes, milieu dont je suis issu, et c'est ça qui m'a profondément intéressé et marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la rencontre avec Robert Kramer, parce que ça a lieu au début de l'été 99. Alors c'était un homme avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme, ça compte. Mais à la fin de notre rencontre, de la réunion qu'on a avec lui pour mettre au point cette rétrospective, il dit, sans que rien n'ait préparé cela, que, comme pour lui-même, que ça lui fait drôle d'avoir dépassé l'âge où son père est mort. Et son père est mort à 58 ans et Kramer vient d'avoir 60 ans. Et 4 mois plus tard, il meurt brutalement d'une méningite cérébrospinale. Donc ces derniers mots, pour moi, en tout cas de Kramer, m'ont profondément marqué. Quand nous avons mis en place cette rétrospective 1 an plus tard, qui était devenue hommage entre-temps, et à cette occasion, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur Kramer, tout ce qu'il avait écrit, parce qu'il écrivait très bien, des choses tout à fait singulières, et j'ai découvert qu'il avait été très très tôt, à 20 ans, engagé dans la lutte pour les droits civiques, les mouvements de lutte pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, et qu'il avait prolongé cet engagement après dans ses films, en filmant la lutte des autres, alors en Ukraine, au Portugal, enfin dans le monde entier. Et cette plongée dans sa vie m'a ramené à la mienne, et très précisément à mes 14 ans. À cet âge-là, quand j'ai 14 ans, c'est en 67, depuis quelques années, il y a une formidable émission à la télévision qui est 5 colonnes à la une, émission d'actualité, de grands reportages, et alors je n'en loupe pas un numéro, parce que chaque fois je quitte les Deux-Sèvres, où je vis et m'ennuie un peu quand même pour l'Algérie, l'Afrique, le Vietnam, et pour le monde entier, quoi. Et chaque fois, évidemment, à cet âge-là, je me dis que c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être, grand reporter, parcourir le monde, pour en témoigner. Je ne sais pas si j'emploie ces mots-là à cette époque-là, mais en tout cas, c'est ça, mon idée à cette époque-là, c'est devenir grand reporter. Et évidemment, ce que je n'ai pas fait. Et c'est donc à la recherche de ce rêve abandonné que je pars dans mon histoire avec Robert. De l'abandon de ce rêve à sa résurgence, une dizaine d'années plus tard, un rêve là, cette fois-ci adapté au réel et via la littérature. Et je mène l'enquête dans mon histoire avec Robert à partir des films de Robert Kramer, puisque c'est par là que tout a commencé. Alors, à partir des 3 films dont j'ai déjà parlé, mais aussi à partir de 3 autres films. Et l'un d'eux s'appelle People's War, la guerre du peuple,
En 69, Robert Kramer est invité au Vietnam avec des activistes par la République du Vietnam du Nord, avec des activistes américains contre la guerre. Et il en profite pour filmer la guerre du peuple vietnamien, c'est-à-dire ceux qui sont avec le Viet Cong, ceux qui contre les Américains et contre l'armée sud-vietnamienne. Et il filme les villages en ruine, mais il filme surtout les villages en reconstruction, les enseignants qui continuent d'enseigner, les paysans qui continuent de cultiver, et puis évidemment tout ça, c'est un moyen métrage, je crois, je ne me souviens plus, de 50 de minutes, et tout ça émaillé de discours des officiels qui l'accompagnent. Alors, je voudrais lire un extrait de ce chapitre, parce que je crois qu'il dit bien ce que ma méthode dans mon histoire avec Robert, le dispositif, comme on dit au cinéma, c'est-à-dire les allers-retours que je fais entre la vie de Kramer et la mienne, et modestement son travail et le mien. Donc je vais lire un extrait de ce... Puis cessent les discours, et l'on est dans un village de pêcheurs. Sur la plage, des hommes raccommodent des filets, des barques accostent, des femmes, fusil à l'épaule, s'entraînent à tirer. À l'abri d'un toit de chaume, 2 hommes à tour de rôle abattent leur marteau sur une pièce de métal portée à incandescence. Au deuxième plan, le feu de la forge. On est dans l'atelier de fabrication des barques de pêche. À l'aide d'énormes scies, des hommes débitent sans relâche des troncs d'arbres en planches, pendant que d'autres taillent ces dernières au ciseau à bois ou les assemblent. Et on a le sentiment, soudain, que rien ne les arrêtera dans leur lutte pour la victoire et l'avenir du pays. J'ai quitté mon emploi à Paris au milieu des années 2000 pour animer des ateliers d'écriture à Lille et dans le Nord. Ce n'était évidemment pas une région en guerre que je sillonnais pour me rendre dans des collèges réputés difficiles, lycées souvent professionnels et centres socioculturels de quartier, même si c'était souvent des bâtiments en ruine que j'apercevais au loin, à travers les vitres des TER, ceux des friches industrielles de la sidérurgie ou les anciens puits de mines. Des centres-villes déserts aux commerces fermés que je découvrais parfois au sortir des gares et au-delà des rues entières de maisons aux fenêtres murées. Quand je me rendais dans les centres d'accueil thérapeutique pour adolescents ou adultes où j'exerçais aussi dans la banlieue lilloise, je voyais à peu près la même chose, barres d'immeubles décrépites et quartiers en déshérence. Dans People's War, les cadres du parti viennent parler au peuple, le soutenir dans son combat. Les enseignants et travailleurs sociaux que je rencontrais au fil de mes déplacements constataient tous que ceux dont ils s'occupaient se sentaient abandonnés par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, et déploraient que leur seule manière de se sentir exister soit de voter pour l'extrême droite, qui voyait ses scores augmenter dans la région d'élection en élection. Robert Kramer filme des hommes et des femmes au travail. Parmi ceux que je faisais écrire, la plupart n'y étaient plus depuis longtemps. Adolescents relégués dans les classes ghetto, certains ne les fréquentant même plus, chômeurs inscrits au RMI ou au RSA depuis des années, personnes en grande difficulté psychologique enfin, survivant grâce à l'allocation adulte handicapé, sans aucun espoir de reprendre leur carrière professionnelle ou de retrouver un emploi, tant elles étaient loin de tout et d'elles-mêmes. On a, en écoutant le bruit régulier des outils dans l'atelier de construction des barques de People's War, en regardant les hommes penchés sur les établis, le sentiment profond qu'ils sont tout entiers dans leurs tâches, profondément vivants. Un sentiment que j'avais aussi quand le silence se faisait dans l'atelier d'écriture, quand les regards se perdaient dans le blanc des pages ou se posaient sur le ciel, à travers les fenêtres à la recherche de la première phrase, quand j'entendais les premiers crissements de crayons sur le papier, un sentiment partagé par ceux assis autour de la table, souriant parfois, devant les mots enfin assemblés, le travail accompli. J'avais la sensation que le mien était utile, quand au temps de la lecture j'entendais certains des textes écrits en atelier, notais l'évolution de leurs auteurs, observais que comme leur style, leur voix s'était affirmée, que comme leur ligne d'écriture, leur silhouette parfois s'était redressée. Si je n'allais pas jusqu'à croire que cela leur suffirait pour vaincre les nombreux obstacles qui ne manqueraient pas de se dresser devant eux, je me disais parfois que le souvenir de ces ateliers leur permettrait peut-être d'en franchir un jour un ou deux. Et c'est pour dire la vie de ces hommes et femmes, pour dire aussi ce qu'apporte aux autres l'attention qu'on leur donne, la confiance qu'on leur fait, que j'ai pris la décision d'écrire un récit tiré de cette expérience. Alors, ce récit, évidemment, c'est Une place au milieu du monde, que j'ai publié ici même en 2014. Et il est ce que j'appelle dans le livre ma modeste guerre du peuple pour le peuple, pour
vers le rapport avec Kramer. Et ce récit est par certains aspects un témoignage engagé qui est tout à fait dans la ligne, au fond, du rêve de mes 14 ans. Mais par l'autre aspect, celui de découvrir le monde, évidemment, il en est très loin, puisque ces adolescents laissés au bord de la route, qui étaient à 3 stations de métro de chez moi. Très curieusement, les hasards de la vie ont fait que, et de la littérature ont fait que ce deuxième aspect de mon rêve a connu une esquisse de réalisation en 2016-2017. Au printemps 2016, je suis allé au Venezuela avec quelques autres écrivains à l'invitation de l'ambassade de France, dans un Venezuela déjà bien en crise, et je suis retourné à l'automne 2016 et à l'automne 2017, et alors là, à l'automne 2017, la crise s'était extrêmement aggravée, puisque au printemps précédent, il y avait plus d'une centaine de morts dans les manifestations. Et je raconte donc ces séjours dans mon histoire avec Robert, alors non pas en grand reporter, je ne suis pas devenu un grand reporter par la grâce de 3 petits voyages au Venezuela, mais en écrivain, et je dois dire un écrivain pas rassuré de se retrouver dans un pays en crise comme ça, et à Caracas, considéré comme la ville la plus dangereuse du monde. Et je raconte surtout ces voyages, ces séjours au Venezuela, parce que je me suis aperçu que le tout premier travail cinématographique de Kramer porte sur le Venezuela. Je ne m'en étais pas rendu compte avant, je m'en suis rendu au retour du premier séjour. En 1962, le Parti communiste vénézuélien fait sécession avec les gouvernements auxquels il est allié et crée une branche armée, les Forces armées de libération nationale. Et ces guérilleros envoient en 1963-1964 des bandes d'actualité et des films qu'ils ont tournés sur leur lutte aux États-Unis à des membres du PC américain. Et un de ces membres est un ami de Robert Kramer. Alors, ce membre, ce type du PC, fait le montage et demande à Robert Kramer d'écrire le commentaire de ce film, qui est un moyen métrage d'une vingtaine de minutes, je crois, qui s'appelle Fallen. Et donc, ce film, qui est dans la filmographie de Robert Kramer, à la première ligne, me permet, dans ce séjour au Venezuela, de mettre un peu en perspective historique la crise que j'y ai vue. Voilà. Voilà ce que je voulais un peu dire sur ce livre. Et je voudrais ajouter aussi qu'il y a une phrase qui m'a peut-être donné envie d'écrire ce livre, ou en tout cas qui m'a accompagné pendant toute l'écriture de ce livre. C'est une phrase de Robert Kramer que je cite dans l'épilogue, et je voudrais la lire. « Mon sentiment, écrit-il, est que je suis parti de chez moi aux États-Unis pour arriver chez moi en Europe, en passant par d'autres chez moi, que nous avons beaucoup de chez nous, et qu'il vaut mieux réfléchir comme ça, au lieu de réduire le chez-soi au lieu le plus petit, le plus restrictif. » Alors, outre l'actualité de cette phrase, à notre époque de rétrécissement des frontières, cette phrase m'a accompagné parce que mon livre est un trajet, comme beaucoup de mes livres, alors un trajet beaucoup plus modeste que celui de Robert Kramer, parce que le chez-moi d'où je suis parti, c'est Mauléon-de-Sèvres, et les chez-moi où je suis arrivé, c'est Lille, où je vis maintenant et j'écris, mais encore hasard de la vie, Lille où Robert Kramer a tourné son tout dernier film, Cité de la Plaine. Alors que je le rencontrais moi à cette époque-là, en juin 1999, quand j'ai fait sa connaissance, il tournait son dernier film, Cité de la Plaine. Je voudrais lire pour finir quelques lignes sur ce film. Dans Cité de la Plaine, Robert Kramer a filmé à quelques centaines de mètres de l'endroit où j'habite un vaste ensemble de tours abritant des logements, bureaux, hôtels, restaurants, salles de congrès, de spectacles et d'expositions. Euralille s'élève autour d'une gare, l'île Europe. On voit son immense façade vitrée, ses halls, ses escalators descendant vers les quais, d'où partent les Eurostars pour Londres, les Thalys pour Bruxelles et Amsterdam, mais aussi les TGV, qui conduisent en moins d'une heure à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où des avions m'emmèneront peut-être un jour à nouveau au Venezuela ou ailleurs, vers d'autres chez moi. Il y a au cœur d'Euralille un immense centre commercial, où Robert Kramer a aussi tourné quelques plans de Cité de la Plaine, et dont il dit
dans un entretien donné peu de temps avant sa mort, qu'il ressemble à un vaste aéroport international, comme on peut en voir partout, et que c'est cela le nouveau montage du monde. Ce qui pourrait dispenser de voyager, lui fait remarquer l'intervieweur. Ou pas, répond Robert Kramer, puisque si le monde est partout identique, cela signifie qu'on peut le filmer à partir de n'importe quel endroit, et l'écrire. Voilà, c'est les derniers mots, donc écrire le monde, vaste programme.